Bonjour à toutes et à tous, ici La Web Moderne. Merci de venir aussi nombreux à expliquer un manga à ses proches. Toutes les difficultés pour convertir quelqu'un dans son entourage totalement néophyte au manga. On va essayer de défaire un petit peu les a priori et savoir quels sont les mangas et animés idéaux à conseiller à ceux qui nous sont chers. Voire même un genre qu'on n'aime pas trop mais qu'on a envie de jouer le bec. Alors, nous avons ici Loud, responsable de l'association La Bande Animée, qui s'occupe de la web-série Raconte-moi un manga. On l'applaudit s'il vous plaît. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Et ici, nous avons Teto, un blogueur tourmenté qui a des soucis de base de données malheureusement, mais son blog reviendra bientôt peut-être, et membre très actif de la communauté MataWeb. On l'applaudit encore. Bonjour. Donc, raconter un manga à ses proches, très difficile. J'ai rencontré toutes les difficultés du monde pour le faire. Je suppose que tout le monde ici, même dans le public, a essayé de montrer un manga à sa maman, à son papa, à son copain qui fait du foot. Et généralement, quel genre de réaction on a? J'en voudrais entendre quelques-unes. Vous, monsieur, par exemple, quel genre de réaction vous avez eu? Est-ce que tu as déjà présenté un manga à tes parents ou à quelqu'un qui n'aimait pas ça? Et alors, leur réaction, c'était quoi? Ils ne comprennent pas, c'est ça que... Ok. Donc on a de la compréhension, genre les personnes autour de soi, et on sait lire, et ils se disaient, je comprends rien, ça me semble obscur. Est-ce qu'il y a d'autres réactions un petit peu particulières? D'autres réactions particulières, et bien là... La violence. Un des thèmes récurrents dans les mangas, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des parents peut-être ici qui ont envie de donner un avis peut-être? Et vous, monsieur, est-ce que vous suivez un petit peu cet univers-là? Oui. Ça vous plaît? Ça vous plaît pas? Ça vous plaît quand même? D'accord, très bien. Monsieur, il est ouvert d'esprit. Oui, bah c'est super. Ah, monsieur est très ouvert d'esprit. On l'applaudit. Dis-moi un petit peu ce que tu as pu entendre. Bah moi en fait j'essayais de présenter un pote genre Dragon Ball Z, il y a des Kamehameha, c'est des boules, tout ça. Enfin, il comprenait rien quoi. Et j'arrivais pas à dire Kamehameha c'est quoi? C'est une boule que tu lances comme ça. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres clichés ou des choses que vous entendez? Vas-y, dis-moi. Ouais, donc une fois j'ai posé notre manga. J'ai eu affaire à un gros blocage au niveau de... Mais comment le sous-titre de cette ligne elle devient avec des trucs aussi gros? J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ça va. On va prendre un dernier, monsieur ici. Vas-y. Moi, j'avais essayé un peu d'en parler à mes parents, je leur avais dit voilà, je regarde ça. Et j'ai eu des retours assez communs, genre c'est violent, il y a du sexe et tout. Et en fait, on m'a conseillé de lire des BD franco-belges, ce que je faisais déjà. Donc, voilà, c'est juste, c'est une réaction un peu de gens qui ne connaissent pas. Pourquoi tu ne dis pas du Tintin? Ok, d'accord. Dragon Ball. Vas-y, c'est moche. Les dessins sont moches. Les dessins sont moches. Takehiko Inoue, il fait des dessins très moches. Je dirais genre, ils ont des petits nez, ils ont des grands yeux, leurs cheveux c'est n'importe quoi. Alors, d'ailleurs, je pense qu'on a l'échantillon de tout ce qu'on entend tous les jours, tout le temps. Donc, on va commencer par le sexe et la violence, le fameux gros mot. Le sexe et la violence, le sexe et la violence, le sexe et la violence. On a bien entouré donc. On sortira pas le compte de derrière tous les deux. Donc, à votre avis, donc, le sexe et la violence, Teto, pour toi, d'où ça vient? Ça vient tout simplement de... Oui, ça vient tout simplement... tout simplement de ce qu'on a... de l'image portée des animés vus dans les années 90 et qui ont été séquences sur des mangas. Donc notamment Obito no Ken, Dragon Ball et tant d'autres qui ont donné une vision, je dirais, déformée. Ça, c'est clairement la violence. Au niveau du sexe, à quoi pourrait-on penser, par exemple? Il y avait peut-être des dessins
scènes peut-être un peu fan service qui ont filtré à travers certaines séries. Ben finalement, il n'y en a pas eu tant que ça parce qu'il y avait beaucoup de censure. Quand tu prends une série comme City Hunter, Nicky Larson, je pense que tout le monde connaît, il y a eu pas mal de censure. Max et compagnie, d'ailleurs il y a Izumi Matsumoto qui est invité, il y a eu énormément de censure pour qu'on vous fasse croire qu'il n'y avait pas de choses tendancieuses. Notamment, je me rappelle, la petite culotte, quand Mammouth se retrouve avec une petite culotte sur la tête, et on nous expliquait que c'était un mouchoir. Non mais, on s'est un petit peu foutu de vous, hein, je suis désolé. C'est comme dans Maison et Coucou, les gens se torchaient avec de la limonade. Le jus de pomme. Du jus de pomme aussi, ouais. J'aime bien le jeu de pomme, mais je sais pas. Parce que moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est dans Nicky Larson, c'était les bars à Bunny qui devenaient des restaurants végétariens. Ça, c'était super. Après, je suppose qu'il y avait aussi peut-être un ou deux boules nichons qui dépassent sur certaines premières diffusions qui ont ensuite été recoupées plus tard. Parce que moi, je me souviens d'un souvenir lointain où j'ai pu voir un boule nichon d'Akane dans le premier épisode de Ranma à demi. Un petit peu, oui. Voilà. Mais moi, je pense que le sexe, en fait, c'est venu après. D'abord, tout le monde pensait que les mangas, c'était de la violence, c'était de la baston. Hein, ne serait-ce que Ranma, Saint Seiya, Dragon Ball. Mais pour moi, le sexe, c'est l'anal... Quand on a commencé à dire le manga c'est égal au sexe, c'était dans les années 90, quand sont arrivées les fameuses cassettes manga vidéo avec les Kurotsuki Doji, les Cyber City, etc. Avec les OVA en fait des années 80 qui se résumaient souvent à on prend des filles habillées et on les fait Des tentacules. Et dans tentacules, là, dans pas. Ouais, je me souviens aussi de cette jaquette de Ghost in the Shell avec un beau Top Booms aussi, qui en sortait bien, tout le monde croyait que c'était une histoire avec une fille à moitié à poil, avec des lunettes de soleil, et non, vous avez une œuvre philosophique, très intelligente, avec de la science-fiction visionnaire. Bon bah, zut quoi, je me suis fait arnaquer. Bon. science-fiction visionnaire peut-être, mais reste quand même un bon quart du film à poil. C'est vrai que la scène a trop grand, c'est artistique en fait, il n'y a rien de... Enfin bref, voilà. Donc ça, le sexe et la violence, on voit d'où ça vient. Maintenant, je pense que c'est assez facile à contrecarrer, mais j'ai envie qu'on parle quand même des autres a priori. Commençons par exemple par l'esthétique, donc les grands yeux, les petits nez, les décoiffés, tout, c'est... Quand tu entends ça, par exemple, c'est quoi la première réaction? Alors moi j'ai une anecdote à ce niveau-là parce que j'ai assisté à une conférence, c'était à Charleville-Mézières, la ville dont on est originaire, et il y avait une japonaise qui était venue pour parler du manga, et elle expliquait que en fait le stéréotype, tout le monde pense que les japonais dessinent des gros yeux parce qu'ils ont, on va dire, ils ont un complexe d'infériorité parce qu'ils ont les yeux bridés. Or, elle me disait, c'est absolument pas ça. Les yeux, c'est le moyen de véhiculer le plus facilement les émotions. La bouche, c'est le deuxième moyen pour véhiculer les émotions. Donc, ces clichés-là, en fait, ont un but narratif. Et ça n'a rien à voir avec un complexe. D'ailleurs, je crois qu'il y a une généalogie dans ce choix esthétique. C'est quelque chose qui remonte dès les origines du manga moderne même. Toto, tu peux peut-être quelque chose à ce sujet? Oui, bien sûr, on se pousse que notamment le cliché des grands yeux qui sont le poussif, le code narratif, le code esthétique le plus décrié remonte à Tezuka et à son admiration pour Walt Disney, qui aussi faisait des grands yeux. Mais je pense qu'on peut l'esthétique justement, ce qui est critiqué, c'est l'esthétique chérène, teenager, c'est-à-dire cheveux en pique, taille, grands yeux, un niveau de détail pas forcément très élevé. Je pense qu'il faut expliquer, c'est que c'est une école. Et que on peut prendre nous l'école du Grenet franco-belge, et ça gêne tout le monde. Ouais. Alors j'imagine les Japonais aussi, parce que vous êtes peut-être familier aussi avec j'ai pas envie de dire un racisme en japonais, ce serait pas juste, mais je pense qu'il y a aussi un équivalent japonais de ce qu'on appelle chez nous la blackface, quand vous peinturez au noir, vous mettez des grosses lèvres ou un os dans les cheveux. Bon, c'est extrêmement offensant. Au Japon, il y a, comment dire, la même chose, où vous prenez une belle perruque blonde, où vous mettez un petit peu de la farine sur la tronche, et vous prenez un long nez de Pinocchio en plastique, genre bonjour, je suis occidental, je mange des hamburgers, tu vois. Ils ont un petit peu ce côté-là aussi. J'ai vu des publicités là-bas où il y avait cette espèce de pif en plastique, c'était assez pas mal. Donc généralement, quand les personnes aussi ressortent le coup du ouais, mais
s'ils sont les grands yeux donnés comme ça, c'est parce qu'ils veulent ressembler aux occidentaux, ce genre de choses. Et ben je leur montre ça et je leur dis, voilà un peu comment ils les voient en fait. Donc je pense qu'on n'est pas encore là. Maintenant, si ça c'était assez facile à contrecarrer aussi. D'ailleurs, j'ai même fait une vidéo il y a longtemps, un flash manga sur ce sujet. J'ai pété des gros points dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Et puis, de toute façon, il y a énormément de mangas qui n'utilisent pas ces codes-là. En plus, ah, mais c'est vrai ça. Avec des chevelures classiques, avec des yeux plus petits. Je pense que le plus simple, c'est de prendre un manga, par exemple, de Inoue, de Dojo, de montrer des mangas qui sont extrêmement bien dessinés, ou alors des trucs très graphiques, comme par exemple Lee, l'auteur de Blame et de Bayonetta, qui ont des univers qui sont très éloignés de ce que ces gens peuvent penser. Ou Taiyo Matsumoto, si quelqu'un a déjà vu Amer Béton ou a feuilleté Ping-Pong, là on sort totalement du cadre stéréotypé du manga. Et ne serait-ce que Jiro Taniguchi, l'auteur de Quartier Matin, là aussi je pense que pas mal de personnes diront non, c'est pas un manga, ça s'appelle Silombre. Le manga, c'est simplement une BD qui a été créée au Japon. C'est pas un manga, c'est pas des cheveux en pique, des boucles de feu, etc. C'est d'ailleurs assez amusant. C'est plus que Jiro Taniguchi se rend bien plus auprès du public bande dessinée que du public manga classique. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le style de dessin, avant tout, doit s'adapter à son sujet, à son thème, à l'ambiance qu'il essaie de véhiculer, au genre d'histoire qu'il essaie de raconter. Donc forcément, ce serait comme essayer de raconter, je sais pas, par exemple, une histoire intégrale avec le dessin de Garzo. Vous voyez, ça ne marcherait pas. Donc, tu sais que tu tiens peut-être un concept aussi. Ah, peut-être. Ça me fait très peur, mais si quelqu'un veut essayer, qui m'envoie ça par Facebook, je peux dire ça à tout le monde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme choses à dire, importantes? Ah, je me souviens, oui, le fait qu'on n'y comprend rien. Qu'est-ce que ça veut dire ça, le fait qu'on ne comprend rien? Est-ce qu'il y a un problème d'accessibilité? Est-ce qu'il y a un problème au niveau narratif? Est-ce que peut-être qu'il y a quelque chose dans l'animation japonaise qui fait que c'est difficile à suivre si on n'a pas été conditionné étant tout petit? À ton avis, d'où ça vient, toi, cette idée-là? Alors ça dépend si on prend les animés ou les mangas. Je pense qu'on peut prendre les deux. Alors, on va commencer par les animés. Au départ, quand l'animation a commencé à arriver à la télé, c'est vrai que l'Europe était habituée à des animations type sketch, c'est-à-dire Bugs Bunny, Hanna-Barbera, des choses assez courtes qui, en fait, tu zappes, tu regardes, et puis c'est bon, si tu comprends. Le lendemain, tu passes 2 semaines sans regarder, tu retombes sur un épisode, tu comprends. Là, quand l'animation japonaise arrive en France, waouh, il y a une histoire qui se suit. Et bien sûr, tu peux pas comprendre One Piece si tu arrives à l'épisode 547. Oui, c'est sûr que si tu mets tes parents là-dedans, il y a 40 000 personnages, ils parlent de choses qui sont passées 200 épisodes avant, c'est super compliqué. Au niveau du manga, moi je pense qu'il y a un autre problème que j'ai souvent entendu, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais l'histoire du sens de gauche à droite, la lecture inverse. Ah mais il est à l'envers, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est à l'envers, n'empêche qu'une fois qu'on a compris la façon d'orienter les cases, il suffit de suivre, et puis c'est juste un coup à prendre, hein, franchement. Et d'ailleurs, je suis content que maintenant, les mangas qui sont édités en France sont édités dans le sens original, parce qu'on a eu, pendant une période, beaucoup de mangas où tous les dessins étaient inversés, en mode miroir. C'est-à-dire que les personnages qui étaient droitiers se retrouvaient gauchers. On s'est retrouvé avec Cobra qui avait un Psycho Gun, vous savez, son rayon delta, qui était dans le mauvais sens. Je suis totalement d'accord pour le manga, c'est une gymnastique intellectuelle qui se fait prendre, mais de toute façon, l'arrangement des cases et des bulles fait que lorsqu'on attaque le bouquin de droite à gauche, et ben c'est logique, ça vient très vite. C'est assez intuitif. Normalement, même les personnes les plus réfractaires, s'ils s'y mettent vraiment, il suffit d'une trentaine, une quarantaine de pages, le coup est pris, et ensuite ça continue tout seul. Par contre, je ne suis pas totalement d'accord pour les animés, parce que quand les animés, tu parlais des animés, quand les premiers animés sont arrivés en France, tu prends par exemple Goldorak, tu prends Albator, tu peux sauter 2-3 semaines, c'est pas très grave. Ça
ça peut arriver, mais ne serait-ce que Jungle Tentei, un des premiers animés qui est arrivé, ou alors Ribbon no Kishi, comment ça s'appelle en français? Princesse Saphir. Oui, il y a quand même une trame narrative qui est sur le long terme. C'est semi-feuilletonnant, c'est pas... C'est semi-feuilletonnant, ouais, semi-feuilletonnant. C'est peut-être aussi parce que certaines des séries à rallonge, par exemple beaucoup de fillers, ou par exemple des arcs scénaristiques qui durent très longtemps, qui sont très allongés sur la durée. Je pense que par exemple, certains épisodes de Dragon Ball, par exemple, passons le combat contre Freezer, par exemple, je pense qu'il y a un moment où on se dit que si tu loupes la première confrontation contre Freezer forme 3 et que tu arrives l'épisode après, tu te dis ah bah ça va, j'ai pas raté grand chose. Alors que par exemple, si c'est une série disons avec les arcs scénaristiques beaucoup plus condensés, plus courts, comme par exemple City Hunter, généralement une intrigue ça dure soit un épisode, soit les 2-3 épisodes de Grand Max, là par exemple c'est un gros coup à prendre de rater ça quoi. Mais après peut-être est-ce qu'il y a eu des tentatives dans le passé d'essayer de convertir peut-être ses proches avec des séries qui n'étaient peut-être pas encore très accessibles scénaristiquement. Il n'y a pas eu par exemple des moments où vous avez essayé de montrer à des gens du Macross, du Evangelion, du Ghost in the Shell, et du coup ça m'avait donné une mauvaise idée de ce qu'était l'ensemble de l'animation du manga en général par exemple. Moi, je vais te dire, j'ai essayé de convertir des gens avec. En manga, j'ai essayé avec l'histoire des 3 Adolphes. Ça marche très très bien. Et en animation, je suis parti sur Lane, Cowboy Bebop, et puis aussi Evangelion. Des mastodontes, mais voilà, où tu sais qu'il va y avoir une recherche non seulement narrative, mais aussi graphique. Moi, j'utilise très peu quand j'essaie de faire découvrir, j'utilise très peu les séries télé parce que c'est quelque chose qui prend. C'est un investissement en temps et quand même assez long. Une série de 12-13 épisodes, c'est quand même environ 5-6 heures. Ouais. Si tu pars sur une série de 26 épisodes, voire de 50, là c'est voilà. Je préfère utiliser des longs-métrages ou des OVA relativement courts qui ont 3, 4, 6 épisodes et faire ça avec la personne en fait. Comme ça, c'est des choses à expliquer. Ah ouais, tu t'investis à fond, ouais. Bah oui, j'ai sûrement eu ça très longtemps. Mais je pense que les longs-métrages en fait sont souvent plus pratiques. Parce que c'est quelque chose qui contient une histoire complète, un récit complet. Donc c'est une œuvre aboutie en soi, et qui est donc plus efficace pour montrer les qualités que par exemple d'une série, il va falloir que la personne revienne. Si elle accroche pas pour les épisodes, il va falloir qu'elle se force d'essayer. Voilà. Néanmoins, après ça, ce sont des raisons qui sont très concrètes, des raisons qui sont basées sur des vraies expériences, des tentatives d'effort de la part des personnes à convertir. J'ai l'impression d'être un prêcheur qui dit ça, mais vous savez où je veux en venir. Mais généralement, les a priori, généralement les idées reçues, ça vient justement de l'ignorance du fait qu'on ne sache pas de quoi on parle. Et à mon avis, vous le savez tous les deux déjà, je pense que ce serait très bien de parler peut-être du climat hostile vers les années 90, instigué auprès du manga et de l'animation japonaise en fait. Peut-être que les gens, de la part des médias ou de la part de certaines personnes dont vous connaissez les noms, ont eu de mauvaises idées et n'ont même pas voulu essayer du coup. C'est vrai que le Club Dorothée, même si ça a apporté beaucoup de choses, au final, ça a peut-être fait du mal à la vision qu'ont eu les gens de l'animation japonaise. Cependant, ça a été quand même une ouverture. Je pense que le Club Dorothée a fait extrêmement de mal à ceux qui ne regardaient pas en fait, donc notamment en fait les parents, on va dire, la génération des adultes qui ont fait une forme d'incompréhension face au contenu, face au fait que le Club Dorothée avait une politique éditoriale qui était assez catastrophique. Mais je pense que pour tous ceux de notre génération, je dirais même soit à partir de la fin des années 70, à partir de la fin des années 70 et après, ça a été au contraire, pour nous c'était l'électrique, ça nous a fait découvrir, et ça, on est encore là, si on est encore là, c'est aussi un peu parce qu'on a connu la Club Dorothée. Donc, ça a été négatif, parce que ça provoqué cette déculpillée de ces réactions parfois épidermiques de rejet, mais pour nous, je pense qu'au contraire, ça a été un foisonnement de séries assez incroyable. C'est vrai que c'est impressionnant, c'est assez incroyable. Mais après, qui dit grande richesse et foisonnement, dit aussi ennemi de
personnes qui sont, je ne dirais pas envieuses, mais des zones méfiantes en fait, tout supposément en fait. On peut penser par exemple à la CSA ou à certains magazines d'époque. Je pense que les parents faisaient plus confiance à Télérama qu'à leurs propres enfants, disons. C'est quand même royal, c'est ça? Tu sais, Moi, je te voyais venir avec tes gros sabots depuis tout à l'heure. Dans le fond, je pense que c'est aussi normal, si on réfléchit bien à la fin du 19e siècle, Jules Verne était accusé de pervertir la jeunesse. C'était des récits, ça s'appelle de science-fiction, c'était du fantastique, et c'était quelque chose qui, donc non seulement de la fiction, mais en plus, ce côté fantastique, ce côté imagination, était très mal vu. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peu d'auteurs pour enfants qui sont aussi bien vus que Jules Verne. Donc il y a aussi un vrai problème de génération, et en soi les adultes rejetteront toujours la nouveauté. Et c'est quelque chose qui finira par nous arriver à nous malheureusement, parce que plus on vieillit, plus on devient conservateur. Déjà, je con. Voilà, c'est ça. Non, mais avec l'animation traditionnelle aussi. Moi, je suis plus pour l'animation celluloïde que l'animation 3D. Voilà, c'est un peu dans C'est naturel. C'est un peu dans l'ordre des choses, et c'est quelque chose auquel il faut penser pour éviter de recréer ces schémas. Oui, et il faut essayer de te battre contre ça, parce que même si je préfère, je suis partisan du c'était mieux avant en animation, n'empêche que quand tu vois Shingeki no Kyojin, tu prends une claque, tu peux pas dire que c'est mauvais. Moi j'irais plus vers toute animation Flash et 3D pour voir que... J'ai envie de tester quelque chose d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent regarder des animés de robots? Ok, et maintenant, est-ce que parmi vous, il y en a qui en ont marre de voir les robots en modélisation 3D? Ouais, pas mal. C'est vrai. Alors, on ne sait pas, peut-être qu'on serait considérés comme les gardiens de la culture, peut-être qu'on serait considérés comme des vieux cons dans l'avenir, mais seul l'avenir nous le dira. Ah, je vois. Donc maintenant, je pense qu'on a bien compris d'où venaient peut-être les erreurs et les a priori de la part des néophytes, mais je pense que nous, en tant que, on va dire, excusez-moi le terme, connaisseurs, peut-être que nous ne savons pas prendre les choses par le bon bout. À votre avis, quelles sont les erreurs à éviter quand on essaye de montrer à quelqu'un une œuvre d'animation japonaise en fait? Je pense que la première erreur à faire, c'est de forcer en fait. C'est-à-dire, moi j'adore ça, donc il faut absolument que je le fasse découvrir à tout le monde. Oui, c'est normal en fait, on a quand même quelque chose de pouvoir partager, mais c'est aussi quelque chose qui tend un peu à aveugler. Je crois qu'on a eu des... C'est très intéressant, et je pense que ça a suscité des réactions dans le public justement. Vas-y, tu veux dire répondre? Moi, je pense que la première chose qu'il ne faut pas faire quand on essaie de présenter un manga à quelqu'un, c'est de... Comment dire? Par exemple, prendre le gros truc au lieu d'expliquer pourquoi c'est comme ça. Par exemple, dire Evangelion, c'est des robots géants qui affrontent des monstres de l'espace. Dire, c'est un combat pour la survie de l'humanité face à des plus en profondeur que le résumé de base. Expliquer le thème et le mentionner, choisir le thème, ça c'est bien ça. Alors, toi aussi une réaction? En fait, ça paraît tout con, mais par exemple, juste ne pas spoiler, parce que souvent il y a des gens qui expliquent des mangas, par exemple ça m'est arrivé d'expliquer 2-3 mangas, et j'ai été spoilé comme un idiot, donc évitez les spoils, appréciez regarder le manga ou l'anime. Nous avons peut-être une réaction de la part de monsieur Charpiola. Aussi ne pas imposer ses goûts. Parce que si quelqu'un par exemple aime le suspense, je vais pas lui parler de mon anime préféré qui est plus la romance, je vais plutôt lui parler de Death Note. Mais s'adapter aux autres aussi. la jeunesse, donnons la jeunesse. C'est toi la jeunesse. Comme l'a dit l'autre. Péto. Le vieux monsieur. Expliquer sans spoil, moi c'est hyper compliqué justement. Tout à l'heure vous parlez d'explication de DBZ. C'était très con parce que j'arrive pas à spoiler. Ah oui, tu te sentais obligé de... Tu pensais que tu spoilais. Ben, nous en fait, on réalise une web série qui s'appelle... je fais juste un micro-pub qui s'appelle Raconte-moi un manga. Je sais pas si vous connaissez un petit peu. Donc le but c'est de raconter un manga. Et voilà, on se trouve souvent confronté à ça. Il va falloir essayer de ne pas trop spoiler, tout en divulguant certaines informations pour donner aux gens envie. Et c'est vrai que, je te l'accorde, c'est pas facile.
c'est clair que dans des mangas ou des animés, il y a pas mal des moments clés, des moments qu'on considère cultes, où on peut dire ah, c'est pour ça que j'aime cette œuvre. Et on a envie un petit peu d'en parler parce qu'on se dit que peut-être que ça parlera à ces personnes. Mais d'un côté, il y a un exercice d'équilibriste pour faire en sorte que ça ne tombe pas dans le spoil en fait. Moi, je pense que le spoil n'est pas forcément si grave. Si quelqu'un en soi n'est pas intéressé par une œuvre et qu'on pense que expliquer une révélation, un élément qui arrive tardivement, va pouvoir l'intéresser, eh ben, c'est pas si grave parce que vu qu'il ne l'aurait jamais vu, la révélation, le spoiler, ne l'aurait pas dérangé. Je pense que si au contraire on arrive à susciter un intérêt en spoilant juste ce qu'il faut, c'est un moindre mal. Parce qu'il y a l'histoire, ok, c'est sûr, mais il y a aussi la façon de raconter l'histoire. Alors oui, donner une histoire, d'accord, mais peu importe, même si on te dit qu'à la fin tel personnage meurt, comment est-ce que ça a été raconté? Et c'est peut-être ça qui est souvent plus intéressant que l'histoire en elle-même, c'est la façon de raconter l'histoire. La façon de raconter l'histoire. En effet, généralement, quand il faut savoir aussi s'adresser à un public particulier, je crois. Il y a bien sûr donc, les plus jeunes, les plus vieux, les amis proches, et je pense qu'il y a peut-être une façon de capter leur attention en touchant dans ce qui est personnel. Vous, par exemple, si vous avez quelqu'un qui, de l'âge de 3 à 6 ans, ou même de 6 à 9 ans, qu'est-ce que vous aimeriez lui conseiller, ou comment est-ce que vous adresseriez la parole? Quel ton comptez-vous employer pour lui intéresser? Juste une petite parenthèse, mais par rapport à ta vidéo, c'est exactement ça que tu expliquais. Choisir ses mots en fonction de la personne à qui on s'adresse. Moi, je pense qu'il faut plutôt choisir l'œuvre en fonction de la personne. En soi, c'est, je sais plus le monsieur qui expliquait, si j'ai un ami qui est extrêmement fan, par exemple, de science-fiction et qui ne supporte pas la fantasy, je ne vais pas lui donner les chroniques de Guerre de Lodo, ce soir Dark Nine, ou n'importe quoi. Je vais aller lui donner du Gundam, des héros de la galaxie. Pour débuter. Je pense qu'il faut savoir déjà générer l'intérêt en partant de ce qu'ils connaissent. Et de là, ensuite, on peut explorer. L'ouverture. C'est ça. Il faut déjà générer un intérêt. Si on présente quelque chose qui ne parle absolument pas, on fonce dans le mur. Généralement aussi, je pense qu'il faut savoir aussi utiliser peut-être les autres centres d'intérêt encore des gens, pas aussi leur centre, disons leur intérêt pour certains genres de la fiction, comme vous avez dit la science-fiction, la fantasy, mais ce sont des choses. Mais après, il y a des personnes par exemple qui sont beaucoup plus portées sur des choses, sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec les histoires, les films, les livres, peut-être les sports, d'autres activités parallèles. Non, bien sûr, c'est au sens très large. Quelqu'un par exemple qui est fan de sport, faut se faire plaisir avec n'importe quel manga ou anime de sport, et ça a beaucoup plus de chances de fonctionner avec lui. Maintenant, en soi, je pense que tout le monde a comme des intérêts éclectiques, personne n'est monomaniaque, personne n'aime que la fantaisie, que la romance, que la comédie absurde, et que donc, il faut aussi savoir jouer, mais trouver le bon angle d'attaque, l'œuvre qui sera en fait trouver le plus de points d'accroche, c'est je pense important pour générer un premier contact, que ce soit avec le manga ou avec l'animation. Tout en sachant qu'un bon manga reste un bon manga, que ce soit un manga historique, que ce soit un manga de science, un bon manga reste un bon manga. Oui, mais moi par exemple, je m'intéresse absolument pas au sport. La Coupe du Monde actuellement, ça passe ici. Tu dis Slam quand même, pas du Slam Dunk. Slam Dunk, même pas. Et je te conseille Slam Dunk. Par contre, j'ai vu acheter un autre, je vais voir. Mais les mangas de sport, ça ne me parle absolument pas. C'est pas que ça m'ennuie, mais c'est qu'en fait, ça me laisse indifférent. Donc voilà, c'est ça. Si tu essaies de me convertir avec un manga de sport, tu montes la cible de qui à des kilomètres. Bien sûr, si je te conseille d'acheter un autre, bien sûr. L'acheter un autre, c'est plus un manga de sport. C'est plus. Après, ça c'est vrai très bien, on arrive à parler aux intérêts des gens en matière de goût, en matière de fiction, en matière de passion, mais après, il y a quand même peut-être une histoire de différence culturelle, parce que, quoi que l'on fasse, les mangas, les animés, c'est fait au Japon, et excusez-moi de défoncer le portugais, mais bon, les Japonais n'ont pas forcément les mêmes valeurs que nous, les mêmes philosophies que nous, ils n'ont pas forcément le même sens des priorités, la même vision du monde, et peut-être qu'aussi il y a des procédés narratifs ou alors des choses qui tiennent plus
du fan service ou du plaisir personnel qui ne tient qu'à eux. Il n'y a rien que dans le culinaire, par exemple. J'ai entendu dire de la part d'amis japonais que apparemment ils étaient étonnés que la nourriture avec une texture un peu plus gluante ou un peu plus assez molle, assez fluente, avait tendance à dégoûter un petit peu pas mal de leurs amis occidentaux, alors que par exemple les japonais adorent vraiment ça, quoi. Les pâtes de haricots, les espèces de gâteaux à base de pâtes de riz très dégoulinants. Bon, ça c'est une chose, ça c'est la cuisine bien, mais je pense que dans le manga et dans l'anime, ça aussi ça existe. Il y a des choses qui ne sont pas adaptées au goût peut-être des Français. Vous pensez à quoi par exemple? Et puis il y a aussi l'aspect culturel, tout simplement. On ne dispose pas des mêmes outils que les Japonais. Je suppose que pour vous, quand vous voyez quelqu'un avec une goutte de sueur dans une BD, c'est bon, ça vous parle, vous savez ce qu'il pense, vous savez. Alors qu'une personne, on va dire lambda, qui n'est pas initiée, un non initié, elle va bloquer. C'est ce genre de référence culturelle qu'il faut réussir à donner peu à peu. Moi, je pense qu'à notre époque actuelle, qui est une époque de mondialisation très poussée, la culture a été mondialisée, a été globalisée, et je pense que maintenant on a beaucoup de valeurs qui sont communes. Pour moi, un des peu de codes aujourd'hui qui n'ont pas été repris, qui n'ont pas été rédigérés par les auteurs occidentaux, et je crois qu'une des vraies dernières choses qui bloque à ce niveau-là, ce sera l'humour. Parce que l'humour, parce que ça passe très mal les frontières. Les jeux de mots aussi, c'est très compliqué de mettre un manga japonais où il y a beaucoup de jeux de mots. Je pense à Kiyomi, par exemple, c'est toujours une plaie. Beaucoup de jeux de mots, c'est compliqué à adapter. J'imagine que ça devrait vraiment être un concours sportif d'essayer par exemple de rendre accessible aux gens quelque chose comme Bobo, ou quelque chose de Mokabi, ou même Azumanga Daio, ou quelque chose comme ça. L'humour japonais donc. Mais après, j'ai connu aussi pas mal d'expériences personnelles. J'ai entendu des gens dire oui, les grosses têtes, les gouttes comme ça, quand ils deviennent tout petits avec des grosses têtes et des petits corps, ce genre de choses, j'arrive pas à supporter, je trouve ça complètement débile. Et quand Laura arrive à sortir un gros maillet dans Nicky Larson pour un second type et que celui-ci fait ce geste-là avec les doigts, je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous arriverez à expliquer à ces gens-là d'où viennent ces codes graphiques et comment arriver à faire passer la pilule? Le Japon étant aussi un pays insulaire, c'est compliqué. C'est vrai qu'ils ont quand même la particularité et la spécificité de rester souvent isolés. Même si, tu l'as dit, la mondialisation maintenant avec Internet, etc., la communication, voilà. N'empêche que le Japon reste toujours un petit peu fermé au reste du monde, dans une certaine mesure, ce qui pourrait aussi expliquer le fait que les codes soient si particuliers. Moi je dirais sur la question, c'est comment est-ce que nous, on a intégré ces codes. On les a intégrés en étant exposés, parce que, en fait, en soi, les situations finissent par les expliquer. Je pense que face aux personnes qui disent je comprends pas la goutte de sueur, je comprends pas la goutte de nerf, je comprends pas le saignement de nez quand les garçons sont excités, etc. Est-ce que ça vous l'a déjà fait ça? De pisser le sang du nez quand vous voyez une belle nana qui passe? Ça m'étonnerait. Je pense que ça, au contraire, c'est quelque chose qu'il faut les inciter à persévérer, parce que ils vont intégrer naturellement avec le contexte. Je pense pas qu'à ce niveau-là, ces codes soient réellement pas le bord. Il y a vraiment, c'est vraiment une réaction épidermique, et si la personne ne supporte absolument pas le VSD ou panique, il faut lui trouver un manga qui n'utilise pas ce genre de code. Juste peut-être d'un peu plus réaliste, un peu plus terre à terre, évidemment. Ça, c'est une chose. Mais tous ces codes, d'ailleurs, on ne trouve pas, par exemple, dans des mangas comme celui de John Taniguchi. Ouais, ça, John Taniguchi, ça, on ne trouve absolument aucun de ces codes. D'ailleurs, je pense qu'on en a parlé un petit peu avant cette conférence, où on a désigné, par exemple, John Taniguchi comme étant l'auteur de manga pour les gens qui ne lisent pas les mangas. Donc, d'où ça vient cette idée, justement? Le trait, vous connaissez un petit peu Jiro Taniguchi, Quartier lointain, ça vous parle peut-être un petit peu. Voilà. Donc Jiro Taniguchi, c'est un auteur qui n'a pas de succès au Japon, enfin, qui a peu de succès au Japon. Qui a du succès au Japon? Et il n'y en a pas tant que ça. Il a son succès. Il a un succès d'estime. Ça dépasse l'estime. Ouais, mais ça fait pas les 5 millions de ventes de One Piece ou de... Il n'y a aucun autre manga qui fait 5 millions de ventes. Je sais, Shingeki no Kyojin. Non.
Bah si, je suis d'accord avec toi. Dernièrement, ça a réussi à dépasser en fait. Oui, mais en vente par volume, je vous dis quelques jours, on est encore très loin de One Piece. Mais Jiro Taniguchi a du succès au Japon, quoi qu'on veuille croire malheureusement en France. C'est un auteur, oui, qui a un style qui est très éloigné des canons, on va dire, du manga, et de l'image que les gens se font du manga. Donc, je crois que c'est cette idée d'image que les gens se font du manga qui est intéressante. Et j'ai quelque chose que j'appelle personnellement les mangas pour les personnes qui ne lisent pas de manga. C'est tous ces mangas qui traitent soit de... En fait, qui sont tellement en décalage avec cette idée que le néophyte peut avoir du manga, qu'ils ne vont pas les catégoriser comme un manga. Vous prenez par exemple Bright Stories chez Kyun, vous prenez Tamae Romae chez Saka, vous prenez Cesare, vous prenez toujours chez Kyun, vous prenez Les Vacances de Jésus et Bouddha chez Kurokawa, et ce sont des mangas qui en fait sont soit tellement high concept, c'est-à-dire Jésus et Bouddha, Les Vacances de Jésus et Bouddha, c'est Jésus et Bouddha dans une chambre au Japon, et il va leur arriver plein d'aventures comiques. Et les gens s'imaginent tellement pas de voir du manga traiter de ça, avoir un tel pitch, que ils ne vont pas forcément y voir un manga, et ils vont assimiler ça beaucoup plus facilement que si on avait passé une œuvre typée ou clairement identifiée japonaise. En tout cas, Jiro Taniguchi, quoi qu'il arrive, même si pour moi ça reste un succès d'estime, dans le sens où tu vas pas avoir tout un tas de goodies, comme il peut y avoir avec des Fairy Tail, avec des One Piece, avec des Bleach. Combien de mangas n'ont pas de guise aussi, je veux dire, c'est... Ah oui, c'est sûr, mais je parlerai des mangas qui arrivent à s'exporter. Rares sont les mangas d'auteurs comme ceux de Taniguchi qui arrivent à s'exporter aussi bien que des... Souvent, les exportations, quand un manga arrive en... De toute façon, vous connaissez plus One Piece ou vous connaissez plus Quartier Lointain. Voilà. C'est... Peut-être aussi une politique bibliothécaire de la part de la France, un souci peut-être d'égalité culturelle, de diversité culturelle qui joue à la faveur de Jiro Taniguchi et sa mise en avant peut-être. Moi personnellement aussi, j'ai remarqué que Jiro Taniguchi avait je vois une réaction intéressante, je vais venir en tête tout de suite. Je vois que Jiro Taniguchi a peut-être ça d'intéressant, c'est qu'il a réussi peut-être à parler au cœur des Français de façon particulière. Parce que mine de rien, il y a eu un film adapté de Quartier Lointain, un film réalisé par un Français qui se passe en France. Mais voilà. Les Allemands. Oui. Il y a aussi un peu des Allemands, je crois que c'est une coproduction franco-allemande. Ouais, mais c'est je crois. C'est européen, c'est voilà, ça. Ça a parlé aux Européens. Ça a beaucoup parlé aux Européens, mais c'est peut-être quelque chose, quand même thématiquement, peut-être, je ne sais pas universel, peut-être plus en particulier encore aux Européens. Mais je vois que ce jeune homme a quelque chose à dire. Alors, le temps que je me fais de ma question. Mais en fait, c'est pas forcément. Enfin, j'ai pas lu Quartier Lointain, peut-être me trompe. Mais pour moi, One Piece, enfin, les mangas Jump, ça s'adresse à une certaine population. Quartier Lointain, c'est un auteur qui fait ça. C'est pas, peut-être pas forcément le. C'est normal qu'il n'y ait pas de One Piece, c'est normal que ça s'exporte moins bien. Parce que c'est pas vendu, c'est pas la même chose. Parce que pour toi, c'est pas la même cible. Oui. Moi, j'aime beaucoup le Jump en fait, en lui-même. Ouais. Et donc le reste, c'est le reste. Mais même moi, si j'aime bien ce qu'il y a à côté. Moi, j'essaierai quand même toujours de convertir. Tu vois, par exemple, dans Raconte-moi un manga, on va faire One Piece, on va faire Naruto, mais on fait aussi Quartier Lointain. Le but étant, pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, un bon manga, c'est un bon manga. Oui, c'est pas la même chose, mais c'est bien aussi. Bon, il y a un dialogue qui s'établit, ça m'a l'air très très intéressant. Je vais essayer d'apporter ça à vous. Attention, je vais passer le micro, séance acrobatie. Comment? Mais on parle de ce que tu veux, vas-y. Sur le coup, maintenant, j'ai plus rien à dire. Si. Non, mais voilà, tu disais que toi, t'étais vraiment sur le jump, c'est ça? Voilà. Est-ce que tu as déjà vu un petit peu de shoujo, manga Alors, non, ce qui est shoujo, Yuri manga, ouais, plutôt. Non. C'est encore de faire. C'est étranger. Le style, juste le graphisme. Toi, c'est le graphisme aussi. Je dirais pas que ça me dégoûte, mais. Est-ce que t'en je catégorise shoujo nu.
Est-ce que t'en as lu justement? Non, non. Voilà. T'en as lu, mais tu catégorises quand même comme c'est nul. Et Bah, Tezuka, si j'ai des a priori comme tout le monde. est-ce que tu connais un petit peu Tezuka? Tezuka, oui. Ouais. Pareil, beaucoup de gens sont bloqués par le graphisme un petit peu enfantin, on va dire. Bah, Tezuka, en fait, je me singulier, suis Tezuka. intéressé à lui plutôt parce que ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait. Parce que c'est daté en plus, c'est vieux. C'est vieux, oui, c'est vieux. Et parce que c'est vieux, c'est pas bien. C'est pas mal, non. Encore une fois, c'est a priori. Déjà, le graphisme est un peu particulier, il date un peu. Mais en soi, c'est l'auteur plutôt qui fait, comme c'est considéré comme le père du manga, enfin le dieu, je sais plus. Le dieu, ouais. Je sais plus quoi dire. Enfin, toi, ça t'intéresse pas de trop. Je m'intéresse plutôt à la personne, enfin ce qu'il a fait, comment il en est arrivé là. Et Bon, pourtant, ce que tu parles de Tezuka, tu ne trouves pas que l'humanisme de Tezuka est toujours d'actualité? si, Je veux dire, tu prends Phoenix, j'ai pas dit que c'était forcément mauvais. c'est une œuvre, oui, tu prends Phoenix, c'est une œuvre qui est L'humain intemporelle. brillant de nos jours, c'est surtout ça. Et puis peut-être encore à l'époque, je pense Oui. un Français qui découvre Tezuka. Le attrayant, je suis d'accord. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, le trait de Tezuka ne parle pas forcément. Après moi j'ai dit j'aime le jump parce que en plus ça s'adresse forcément à ma catégorie de... Ah, il y a des réactions là-bas. Allez-y, on vous écoute, vas-y toi. Alors, c'est justement par rapport à Tezuka, tout dépend de l'œuvre par laquelle on commence. Moi, je me rappelle une des premières œuvres que j'ai eues de Tezuka, c'est Demain les oiseaux, qui est absolument admirable. Je pense aussi à un de mes amis, sa première œuvre, ça a été Sous notre atmosphère. Donc, tout dépend par où on commence, Tezuka. Si on commence par quelque chose comme Demain les oiseaux, Sous notre atmosphère, on va avoir l'image d'un auteur qui aborde des sujets qui sont parfois très durs, et qui est très sombre, alors que si on commence par La Petite Licorne, ce genre de choses, on va avoir un auteur, Les Histoires pour tous aussi, qui parle des histoires mignonnes le plus souvent, quelque chose de positif, d'humain. Alors voilà, tout dépend par où on commence. Tezuka, en effet, je suis désolé, je vais devoir mettre dans la discussion parce qu'il me reste peu de temps, mais ce qu'il a dit était très très important en fait. Au final, on peut constater que Tezuka, attention, je joue le micro. Ouais, Trop fort en jongle là, c'était magique. Mais attends, j'essaye moi. Ça marche toujours. ok, ça marche bien. Oh, super, ouais, on applaudit très fort. Il y a deux choses très intéressantes qu'on a retirées de cette discussion sur Tezuka. C'est qu'on constate malheureusement qu'en effet, peut-être que Tezuka, même en France, est plus respecté de par son statut que de par la lecture réelle de ses œuvres. Ce qui est très bien. Tezuka, c'est peut-être de le connaître dans le sens documentaire, mais là où la remarque est très intéressante, et là on va passer donc à notre dernier chapitre de notre discussion, c'est qu'il y a différents points de départ. Il y a différentes façons d'aborder Tezuka. Tezuka est un auteur extrêmement complet qui a abordé des tonnes et des tonnes de sujets qui peut parler à n'importe qui. Je crois qu'il y a peu d'auteurs, et je viens de bande dessinée au sens large, à travers le monde, qui soient aussi universels que celle de Tezuka. On est d'accord. Et justement, en parlant d'universalité, du coup, nous allons enfin parler, presque pour finir, de ces mangas, de ces animés qui arrivent justement à échapper au mailles du filet. Ces mangas, ces animés qui justement arrivent à plaire au plus grand nombre, jeunes, vieux, n'importe qui, et qui n'ont pas à souffrir de ces a priori, de ces soucis. En premier, bien sûr, il y a Miyazaki, évidemment. Miyazaki, bon, bien sûr, il a abordé des univers de fantaisie, de rêve, avec une narration assez universelle, avec des thèmes qui parlent à tout le monde. Mais même, par exemple, il y a des films qui ont une saveur beaucoup plus japonaise, comme Prince Mononoke et surtout Le Voyage de Chihiro. Le Voyage de Chihiro, tu vois les monstres là, tu te dis c'est des tas de yokai, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Ils sont dans une source d'eau chaude, mais est-ce que ça leur parlera? Et pourtant, je pense que les gens, ils sont arrivés à... Je pense qu'ils sont plus comme référents des œuvres comme Alice au Pays des Merveilles ou des histoires de voyage, des trucs comme ça, ce qui leur a permis d'avoir quelque chose d'accessible pour eux et du coup de paysans. Je crois que le fantastique, le merveilleux, le fantastique et le merveilleux permettent de gommer un peu cette différence culturelle. Parce que naturellement, le fantastique, ça trace une ligne avec le quotidien, avec ce qu'on connaît, avec ce dont on est familier.
voyage de Chihiro, c'est parfait. On est dans un univers qui est tellement riche, une soixante de détails, même en faisant attention, on manque des dizaines de détails en regardant le film la première fois. Et je pense que justement, c'est pour ça que ce film, si typé japonais, arrive à plaire. Et puis il y a tout simplement le fond et la forme. C'est-à-dire que même si la forme est atypique et ne parle pas forcément à tout le monde, tant que le fond, c'est-à-dire la fantaisie, est là, je pense que globalement, à un moment donné, on va s'y retrouver. On est tout à fait d'accord. Après, le voyage de Chihiro et Miyazaki, c'est une chose. C'est un univers qui est relativement très coloré, qui peut s'adresser à toute la famille. Mais parlons de quelque chose d'autre peut-être. Parlons d'un succès beaucoup plus récent, d'une série qui du coup n'est pas forcément aussi accessible comme un métrage, et qui du coup ne s'adresse pas à toute la famille, mais qui a réussi à quand même convertir beaucoup de personnes qui jusque-là, on avait, excusez-moi du terme, rien à foutre du manga. Je pense par exemple à l'attaque des Titans, Shingeki no Kyojin. J'ai marqué à beaucoup de reprises que pas mal de personnes, pas mal de jeunes se sont mis à tout à coup se découvrir un intérêt pour ce manga, alors que jusque-là ils n'en ont pas lu une seule page d'autre chose. Vous en pensez quoi? Je crois que l'attaque des Titans, c'est tellement high concept. Je veux dire, c'est David et Goliath moderne, avec Goliath qui est une armée de géants difformes qui sont cannibales. Et de l'autre côté, David, c'est une armée de soldats qui sont massacrés par plaque de sang, qui tirent des grappins à la Spider-Man et qui ont des doubles katanas qui tranchent à peu près tout. Et voilà, c'est tellement high concept que le truc est tout de suite hyper cool. Il y a aussi la qualité de la série animée. Ok, le manga n'est peut-être pas forcément hyper abouti techniquement, même si quand on y regarde de près au final, il y a pas mal de. Il y a quand même une grosse cohérence. Moi je pense aussi qu'il y a la qualité de finalisation pour une série télé, pour moi qui est hors du commun. Moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est des OVA. Ils ont vraiment claqué le budget là-dessus. Et je pense que ça aussi, ça a pu contribuer au succès de Shingeki no Kyojin. Moi je pense qu'il faut aller plus loin parce que le manga qui a un succès avant même la série d'animation. C'était juste pour compléter le temps. On sait que le manga, on va dire, soyons les problèmes avec le dessin. Je veux dire, oui, il y a des cases qui sont mal dessinées, malgré un dynamisme très poussé. Et je pense que c'est vraiment cette espèce de. Je pense que fondamentalement le Shingeki no Kyojin, c'est hyper cool par nature. C'est. Tu lis les premières pages de ce machin, c'est hyper cool. Voilà, je pense qu'aussi il y a quelque chose dans l'air du temps, il y a un zeitgeist comme on dit, quelque chose qui peut-être plaît beaucoup aux gens de cette génération. Je vois des séries par exemple comme Game of Thrones ou Walking Dead, ce genre de choses, des séries qui sont assez pessimistes, nihilistes, désespérées, avec une humanité en perdition, dans un univers, je dirais pas post-apocalyptique, mais presque, dans un univers où les gentils ne meurent pas forcément à la fin, et en plus peuvent mourir d'une mort extrêmement violente, où il y a de la trahison, où il y a de la perte de confiance. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ces séries marchent, je pense que thématiquement, il y a quelque chose qui plaît beaucoup aux ados et pre-ados justement, les jeunes adultes bien sûr, les choses qui disent c'est dark, c'est cool, mais en même temps ça me parle au fond du cœur. C'est des sujets qui m'interpellent. Et je pense que nous allons finir encore avec la voix de la jeunesse ici présente. Ah, t'as de la chance toi. T'as de la chance. Peut-être que tu as un petit mot de la fin. The New Generation. Bah ouais, c'est surtout les best-sellers du type Jump, donc Naruto, One Piece, DBZ, tout ça. Direct, parce que c'est connu et parce que c'est cool, il y a des pouvoirs, c'est des ninjas, des pirates, tout ça. Tout de suite est cool, et donc du coup c'est le manga est bien quoi, c'est sûr, il n'y a aucun défaut pour ceux qui n'ont jamais lu le manga auparavant. Après tu vas chercher d'autres mangas qui sont pas dans les best-sellers. Alors que t'as pas lu vraiment de manga avant, c'est considéré un peu comme nul quoi, comme manga. Ça va directement pour ceux qui n'ont jamais lu manga. Voilà, c'était la voix de la jeunesse, je suis pas d'accord avec cette voix-là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non mais t'as raison, DBZ c'est cool. Il y a des choses qui sont un petit peu victimes de leur propre succès. Le caméraman veut dire un petit mot. Moi je trouve que c'est surtout qu'on est
dans une génération, enfin là en 2014, c'est si tu connais pas, si t'as pas vu, t'es pas in, etc. Et ce qui plaît, c'est le fantastique. Hein, comme tu disais, DBZ, Fairy Tail, l'attaque des titans, voilà, c'est la science-fiction du fantastique. Quartier lointain, bon, il n'y a pas de ninja, il n'y a pas de pirate, donc ça plaît moins. Voilà. Moi, je pense que c'est surtout des effets de mode. Après, malgré tout, je pense que si ça commence par la hype, c'est possible de terminer par un autre univers. Malgré tout, on commence quelque chose peut-être pas forcément pour des bonnes raisons, peut-être parce qu'on a été embarqué par la mode. Je suis désolé de ce mot final parce que est-ce qu'il peut y avoir de mauvaises raisons de trouver une œuvre culturelle? Eh ben, c'est justement là où je veux en venir. Parce que ce qui peut commencer peut-être une raison pas forcément mauvaise, mais peut-être pas forcément pour le pur amour de l'art, ça peut finir en pur amour de l'art. Si quelqu'un commence par Shingeki no Kyojin en Z, et qu'un jour ça lui permet de découvrir des œuvres peut-être beaucoup plus obscures et qui méritent tout autant d'attention, je pense que c'est une bonne chose. C'est pourquoi je pense qu'il ne faut pas rechigner fort et accepter l'autre, accepter la différence et continuer à partager des œuvres que nous aimons tous. Je peux juste poser une question, t'as quel âge? 100. D'accord, ok. Non, mais je pense que quand tu auras pris un petit peu d'âge, de maturité, tu verras peut-être les choses autrement. Ça commence à 11 ans, ça grandit, ça devient plus expérimenté, et c'est passé à autre chose. La sixième, c'est la vie, c'est vrai. Et on souhaite aussi bon courage à tous ceux qui ont passé leur bac. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'était très bon. Merci à tous. C'était Loub de Raconte-moi un manga. Oui, on a un stand qui se trouve tout à notre bout, n'hésitez pas à venir voir. Le stand se trouve dans le quartier web et c'était Teto du forum MataWeb. Et nous, on n'a pas de stand, donc... Oui, mais MataWeb, c'est un très très bon site. Mais c'est un chouette forum aussi, avec beaucoup de discussions très animées. Vous aurez des débats super. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt. Rendez-vous sur le stand Boxmakers, BB27, retrouvez tous nos membres et retrouvez d'autres attractions et animations, ainsi que nos posters pour nous aider à faire d'autres événements dans l'avenir. Merci.